Bienvenue dans cette troisième vidéo. Je suis Dominique Delaunay, consultant, coach et formateur. J'interviens en management, en co-développement et en systémique paradoxale. Dans la vidéo numéro 1, j'ai fait un point sur mon expérience du co-développement et j'ai proposé de s'appuyer sur le regard systémique et de créer des ateliers systémiques. Dans la vidéo numéro 2, j'ai présenté la systémique paradoxale de Palo Alto. Dans cette troisième vidéo, je présente donc cette innovation pédagogique que j'appelle les ateliers systémiques. On a vu dans la vidéo numéro 1 que les séances de co-développement peuvent rencontrer parfois des difficultés à cause de ce qu'on ne voit pas, des angles morts, des points aveugles. Et justement, le regard systémique répond à ces difficultés et permet de combler les trous dans la raquette ou de surmonter les gaps, comme je les appelle, des fossés invisibles. Et son utilisation est d'autant plus légitime de cette orientation systémique que Adrien Payette rappelle que le co-développement est d'inspiration systémique. Attention, je le rappelle, on ne parle pas ici de n'importe quelle systémique, mais de la systémique paradoxale de Palo Alto, qui était bien connue de Payette. Dans cette troisième vidéo, je propose de regarder 3 points pour le regard systémique. Qu'est-ce que la boîte à outils regard systémique ? Ensuite, qu'est-ce qu'un atelier systémique? Et enfin, dans quel cas proposer ces ateliers? Alors, qu'est-ce que la boîte à outils regard systémique? Ce n'est pas d'enseigner la systémique paradoxale de Palo Alto, qui est un investissement sensible, mais d'enseigner quelques points clés. Voici des exemples de 5 outils issus de la boîte à outils. Premier outil, l'interaction. Percevoir les interactions. C'est se représenter les interactions concrètes du client avec la situation. On a vu dans la première vidéo que c'était souvent un angle mort. Prenons un exemple. Ma collaboratrice Françoise ne tient pas son poste, ou plutôt elle le tient à 50%. C'est très embêtant pour moi, pour l'équipe, parce qu'elle doit tenir les tableaux de bord, et c'est embêtant pour elle, parce qu'on a bientôt les entretiens d'évaluation et elle va être en difficulté. Si on demande quel est le problème, les participants répondent le problème c'est qu'elle ne tient pas bien son poste. Or, du point de vue systémique, ce n'est pas du tout le problème, c'est un constat dans la situation, car il n'y a pas d'interaction dans ce qui vient d'être dit. Le problème apparaît quand je fais le point avec elle, quand j'interagis avec elle, quand je veux l'alerter, la recadrer, et que je n'y arrive pas, car je trouve qu'elle nie les faits, qu'elle est de mauvaise foi, et que je risque de monter dans les tours. C'est ça le problème. Le problème est je ne parviens pas à communiquer avec elle de manière utile pour revoir avec elle la manière dont elle tient le poste. Le problème est dans l'interaction, il n'est pas dans la situation. Ça n'a rien à voir avec le constat de la situation. Voilà. Or, cette lecture-là est très mal connue. Beaucoup de participants n'imaginent pas demander « Raconte-nous comment ça se passe quand tu veux l'alerter. » Voilà, un vrai angle mort. Deuxième exemple d'outil du regard systémique. Se rendre compte du contexte pour les acteurs. C'est percevoir le facteur système et le facteur contexte. En effet, le contexte donne le sens des messages. Si le commercial dont j'ai parlé dans la vidéo 1 est mal à l'aise, ce n'est pas parce qu'il a un problème psychologique, mais bien parce qu'il est face à des acheteurs de grande surface qui jouent sur les risques d'échec et utilisent le chantage. Ça veut dire prendre le temps d'explorer ce qui se passe dans le système où on se trouve. Troisième outil du regard systémique, repérer si on a un cercle vicieux ou pas. Il est capital de le détecter, si la demande du client ou si la stratégie du client alimente un cercle vicieux ou pas. Si notre commercial de la vidéo 1 veut absolument être à l'aise face aux acheteurs de grande surface, il fait plus de la même chose qui ne marche pas, il va dans le mur. Cette notion de demande qui maintient ou aggrave le problème est curieusement très mal connue. À ce sujet, c'est l'occasion de présenter l'option que j'appelle la demande supposée et qui est une pratique qui nous vient du Québec ou de l'Association québécoise de co-développement. Voici la séance que j'ai pu observer.
séance de démonstration dans un grand colloque. Elle est animée par un expert tout à fait reconnu. Il y a une cliente et la cliente du co-développement nous dit « Je suis Karine, j'ai fait ESSEC et droit, je suis expert en communication et marketing, je suis coach, j'ai conçu un produit original de formation au leadership qui mérite une grande diffusion, mais je n'ai pas les moyens de cette diffusion en tant qu'indépendante. J'ai donc une décision à prendre et je n'y arrive pas. Est-ce que je poursuis selon ma structure actuelle avec peu de moyens, ou bien je m'appuie sur une vraie structure en fusionnant avec un partenaire que je connais, qui est très solide, une vraie société avec des salariés, des experts, mais qui a une philosophie un peu différente. Et je sais que le patron n'est pas commode à vivre, assez autoritaire et dur en affaires. J'ai déjà eu un clash avec lui. Mais lui, il me permettrait de booster la diffusion de mon offre, de mon bébé. Une problématique de décision donc. En étape 3, l'animateur demande aux consultants de réfléchir 1 minute pour reformuler leur compréhension du sujet et formuler ce qui serait une demande de leur point de vue. Curieusement, il n'invite pas la cliente à formuler sa demande. Ensuite, l'animateur invite chacun à communiquer sa compréhension de la demande supposée, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Je pense que cette démarche part d'une bonne idée. Ne pas être prisonnier de la demande de la cliente, qui risquerait justement de formuler une demande qui maintiendrait le problème. Et donc, ça nous évite le cercle vicieux. Mais en pratique, qu'est-ce qui se passe? Un participant fait part de sa compréhension de la demande, donc, et dit « Tu sais, Karine, que la coopération avec le partenaire sera difficile du fait de vos personnalités. Tu as besoin de faire une étude de vos 2 profils, test de personnalité ou autre. » Un autre participant dit « À mon avis, ton sujet, c'est comment réussir une négociation difficile pour obtenir le partenariat qui va vraiment te convenir avec cette société. » L'animateur sollicite la cliente. « Qu'en penses-tu » Et la cliente déclare que cette dernière formulation lui convient. Autrement dit, selon moi, on est déjà dans l'étape 4. On est déjà en train de formuler des hypothèses de compréhension. Pire, la cliente est invitée à choisir l'une des formulations, ce qui exclut les autres. C'est donc la fin des divergences. Je pense que le remède est pire que le mal. Curieusement, pourtant, cette pratique de la demande supposée, comme je l'appelle, se répand. Notre 4e outil, la capacité à voir autrement. Cet outil du regard systémique permet de ne pas coller à la vision des choses du client, ne pas être enfermé dans ses attentes, dans sa vision du monde, dans sa stratégie, ses a priori, mais au contraire de pouvoir lui proposer des hypothèses de lecture ou d'action très différentes et d'obtenir de vraies divergences. Prenons un exemple, pour voir autrement. Tu nous dis que ton patron est hostile car il te contrôle beaucoup. Qu'en penses-tu? Il est hostile ou il se pourrait qu'il soit très inquiet puisque lui-même est récent, tu nous dis. Voilà un exemple. 5e outil, on est dans le présent. Cela consiste à ne pas poser des questions qui sortiraient du contexte en cours. Ainsi, une question comme « Est-ce que ce type de difficulté t'est déjà arrivé ?» serait refusée, car l'implicite serait que le problème est dans la personne et qu'elle le répète de situation en situation. Avec ces outils, on a vu quelques exemples, les participants sont alors équipés pour mieux diriger leurs interventions. Mais aussi, et c'est intéressant, pour mieux évaluer l'efficacité lors du débriefing de la séance, parce qu'ils ont tout simplement des repères. Voilà, on a donc un aperçu de la boîte à outils du regard systémique. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'un atelier systémique. Qu'est-ce qu'un atelier systémique? Comment ça fonctionne? Alors bien sûr, c'est un groupe de 8 participants, par exemple, comme en co-développement, autour de situations réelles, et qui se rencontrent 8 demi-journées sur 6 mois ou plus, avec un animateur compétent en systémique, ça c'est une différence, et avec acquisition par tous
du regard systémique à mesure. Et cette utilisation du regard systémique, elle se fait en séance, mais pour les participants, ça nous intéresse qu'elle se fasse aussi dans leur métier. Comment ça se déroule? Chaque demi-journée, c'est 3h30, et cela comprend la séance proprement dite avec le client, 2h, 2h15. 2h15 au lieu de 3h ou plus, parce que le regard systémique permet de mieux cibler les interventions, de ne pas se disperser. Alors on perd en action learning, et dans l'entraide de manière très ouverte, mais on gagne en ciblage des questions. Ce qui fait qu'il nous reste 1 heure de disponible pour les apports et les entraînements sur le regard systémique. Alors ici, on ne parle plus de co-développement, parce que c'est plus du co-développement. La démarche d'action learning, elle est remplacée par les apports de formation. Les étapes évoluent également. Par exemple, l'étape 3 n'est plus quelle est la demande. En effet, on est trop sensible au fait que la demande nous invite à prendre cela pour une commande et à rentrer dans la vision du monde du client. On va plutôt dire comment imagines-tu être aidé? Ce qui est une façon de dire clairement que la demande n'est pas une commande, mais une expression de la vision du monde du client. Maintenant, posons-nous la question, dans quel cas proposer des ateliers systémiques? Premier cas, tout simplement pour fournir aux participants une méthode de résolution des problèmes humains dans l'organisation. Pour les managers, les chefs de projet, les RH, les directeurs, les consultants, les travailleurs sociaux, ils acquièrent une méthode. Utile également pour les situations de réorganisation où l'adoption d'un changement de regard, la capacité à voir autrement, va s'avérer utile. Réorganisation, innovation, bouleversement des structures. Troisième opportunité, pour les situations difficiles, délicates, complexes, qui demandent une sécurité pour les résoudre. Le regard systémique nous permet d'éviter les trous dans la raquette. Dernière utilisation, tout simplement pour faire suite à une campagne de co-développement. Ainsi, les ateliers systémiques peuvent être une alternative au co-développement, ils peuvent aussi être proposés comme une suite au co-développement, suite qui renouvelle l'approche en ajoutant une méthode utilisable en séance, comme dans le métier. Notre dernière question sera, mais qui anime les ateliers systémiques? Eh bien, pour cela, tout simplement, il faut être formé à la systémique paradoxale de Palo Alto, ce qui veut dire, en pratique, avoir suivi le séminaire sur les fondamentaux. Ce cycle fournit les outils correspondants pour le regard systémique, en même temps qu'une maîtrise plus générale de l'approche de Palo Alto. Pour le dire autrement, les personnes qui se forment à la systémique Palo Alto sont entraînées au cours du stage à animer des ateliers systémiques. C'est compris dans la formation. Eh bien, nous sommes à la fin de cette 3e vidéo, sous les couleurs de la systémique. Notons donc que la systémique qui était implicite dans le co-développement, nous proposons de la rendre explicite, de manière à créer une nouvelle option pour les participants et pour les entreprises. Il me reste à vous remercier pour votre attention.